Les médias russes regorgent littéralement de reportages sur le voyage de Lavrov en Chine. Fin le fait que Poutine va probablement retourner en Chine comme... C'est exact. De toute façon, parlons de tout cela. Nous en parlerons. Il y a beaucoup de gens qui visitent la Chine en ce moment. Xi Jinping est très occupé. Plus que je ne l'ai jamais connu d'ailleurs. Et je ne serais pas surpris, laissez-moi simplement dire ceci. Nous avons déjà eu le prince héritier d'Abu Dhabi, mais je parierais que nous verrons très bientôt les Saoudiens et d'autres dirigeants arabes en Chine. Ah oui, d'accord. Juste pour se préparer à cette éventualité. D'accord. D'accord. Eh bien, la principale raison de cet échec, c'est que, même si ce sont les États-Unis qui ont demandé la réunion et le cessez-le-feu, les Américains sont arrivés en formulant des exigences à l'égard de l'Iran, en disant que cela n'aurait de sens que si l'Iran était vaincu et au bord de la reddition. Je veux dire, ils ont exigé, entre autres, non seulement que l'Iran renonce, pendant au moins 20 ans, à son droit d'enrichir l'uranium, ce qui, rappelons-le, est un droit légal, mais aussi que l'Iran remette l'intégralité de son stock d'uranium enrichi aux États-Unis. Je veux dire, il y a eu des discussions selon lesquelles l'Iran pourrait, vous savez, confier une partie de cela à un consortium de différents pays, ou peut-être aux Russes, mais à des pays amis. Mais au lieu de cela, les États-Unis ont dit, vous savez, si vous faites cela, vous n'avez pas à vous inquiéter, car nous allons vous fournir du combustible nucléaire afin que vous puissiez continuer à faire fonctionner un programme nucléaire civil. Ce qui, bien sûr, est absurde, car les dernières personnes dont on s'attendrait à accepter une telle offre sont précisément celles qui vous attaquent, qui viennent d'assassiner votre dirigeant et qui ont déclaré vouloir renverser votre gouvernement. Donc je veux dire, si les Américains se présentent à une réunion de ce genre avec ce type d'exigence, il est évident que ces exigences vont échouer. Et les Iraniens ont évidemment dit non. Puis ils ont ajouté, « Écoutez, nous avons plusieurs idées de notre crue dont nous voulons parler. » Les Américains ont apparemment refusé d'en discuter. Les Iraniens sont allés à Islamabad en s'attendant à une réunion de 2 jours. Puis, il y a eu une interruption des discussions. À la fin de cette pause, ils ont soudain appris que les Américains avaient pris un vol et étaient partis, apparemment sans donner le moindre avertissement préalable. Donc je veux dire, toute l'affaire a été menée de la manière la plus ridicule qui soit. Et encore une fois, cela pousse vraiment à se demander ce qu'ils ont en tête à Washington. De l'arrogance, n'est-ce pas? Donc Trump pense toujours qu'il est d'une certaine façon le gagnant, en arrivant. Bon, alors, Mais ensuite, après cela, il a lui-même bloqué le détroit d'Ormuz. Donc les États-Unis le bloquent. On peut d'abord discuter de l'efficacité de cette mesure ou non, mais quelle est la logique derrière le fait qu'il bloque le détroit d'Ormuz? eh bien, il y a toutes sortes de possibilités. L'une d'elles que nous avons évoquée hier sur The Duran, dans une émission réalisée avec un ancien responsable militaire américain nommé Jim Webb, est que Trump a vu que les Iraniens n'étaient pas sur le point de capituler. Il est furieux contre eux. Ses frappes de missiles sur l'Iran ont échoué. On lui a conseillé que des opérations terrestres contre l'Iran ne réussiraient pas. Il n'est donc pas prêt à faire des concessions. Il se met simplement à tout casser d'une certaine manière. C'est ce que fait Trump. Il fait une crise quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors, il annonce à la place un blocus maritime de l'Iran. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais plus j'y réfléchis, plus je crois qu'il se passe autre chose. Souviens-toi de ce que j'ai toujours dit.
au fond de l'esprit des Américains, toujours et invariablement, il y a la Chine. Donc je pense que le blocus maritime n'a pas vraiment pour but de faire pression sur l'Iran. Il vise à faire pression sur la Chine, parce que bien sûr, les Américains croient que la Chine dépend du Golfe Persique pour son pétrole. Alors il se dit « Ah, je vais mettre en place ce blocus maritime. J'empêcherai les Chinois de recevoir du pétrole d'Iran, et cela les contrariera vraiment. Ensuite, ils diront aux Iraniens « Eh bien, vous savez, vous devez vous rendre, Iran. » Parce que, tu vois, tout cela repose sur l'hypothèse que la Chine exerce une énorme influence sur l'Iran. Donc je pense qu'il y a un peu de cela. Je pense qu'il y a aussi autre chose, en fait, qui implique encore la Chine. Les Iraniens disaient aux navires qui voulaient passer par le détroit d'Ormuz qu'ils devaient payer des frais de 2 millions de dollars, soit en crypto-monnaie, soit en yuan chinois. Madame, nous avons la paranoïa habituelle de personnes comme le sénateur Lindsey Graham, dont il faut se rappeler que Trump écoute, selon laquelle tout cela serait une sorte de complot néfaste visant à saper le statut du dollar comme monnaie de réserve. Comment cela pourrait y parvenir? Je trouve cela absurde. Mais il est clair que les Américains sont bien plus inquiets à ce sujet qu'ils ne veulent le laisser paraître. Et encore une fois, je me demande si quelqu'un comme Lindsey Graham ne lui disait pas « Tu te rends compte que ce que font les Iraniens, c'est qu'ils collaborent avec les Chinois pour affaiblir le dollar et que tu ne peux pas laisser faire ça. » Et donc, encore une fois, il fait une crise. Je veux dire peut-être que tout cela ensemble. Et il décide, je vais empêcher les navires de payer en monnaie chinoise en les arrêtant complètement. Je pense que c'est peut-être l'explication. À première vue, cela n'a aucun sens. Tout ce que cela va faire, c'est aggraver la crise de l'approvisionnement énergétique qui touche principalement la Chine, le Sud global, mais aussi l'Amérique et ses alliés. Mais vous savez, Trump a déjà montré que ce genre de choses ne l'arrête pas et ne l'empêche pas de faire ses bêtises. C'est intéressant de parler de la monnaie de réserve. Il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir s'il est judicieux que le RMB, le yuan chinois, devienne la monnaie de réserve. Parce qu'il y a ici une erreur de raisonnement. Si l'on regarde le dollar, je pense en fait qu'une partie de la raison pour laquelle le secteur manufacturier américain s'est vidé, c'est en partie à cause de cette histoire de monnaie de réserve, n'est-ce pas? Parce qu'on en a parlé. Si vous voulez que le dollar soit une monnaie de réserve, les gens doivent avoir des dollars. Sinon, vous n'allez pas simplement imprimer des dollars pour les donner à d'autres pays. Ces pays doivent les gagner. Donc, il faut absolument enregistrer un déficit commercial, n'est-ce pas, pour que vos dollars aillent vers d'autres pays. Et cela signifie que tout tourne autour de l'achat auprès d'autres pays et du fait que d'autres vous vendent afin d'obtenir vos dollars. Et à long terme, cela vide votre propre base industrielle. C'est une grande partie du problème. Absolument. Je vais te dire quelqu'un qui est d'accord avec toi à ce sujet. Le propre vice-président de Donald Trump, J.D. Vance. Il y a quelques semaines, mon très bon ami Alistair Crook a fait remarquer que J.D. Vance avait exactement tenu ce propos lorsqu'il était encore sénateur, lors d'une audition au Sénat, quand il rencontrait le président de la Réserve fédérale américaine. Donc tu as tout à fait raison. Mais tu vois, c'est Trump. Je veux dire, pour Trump, tout tourne finalement autour du pouvoir, du statut et de ce genre de choses. Donc évidemment, les Chinois doivent vouloir évincer le dollar et le remplacer par leur propre monnaie comme devise de réserve. Et en même temps, il veut développer l'industrie manufacturière aux États-Unis, qui, soit dit en passant, a reculé l'année dernière. Vous vous souvenez de tous ces droits de douane censés relancer la production industrielle? En réalité, elle a diminué. Et elle n'a pas seulement diminué.
Je crois que les États-Unis ont perdu environ 100 000 emplois dans le secteur manufacturier. Mais malgré tout, cela n'a pas d'importance. Vous croyez simultanément à toutes ces choses irréconciliables et impossibles. Et apparemment, l'un des problèmes avec Trump aujourd'hui, c'est que chaque fois que quelqu'un essaye de discuter avec lui, il perd son sang-froid, se met à crier et hurler et refuse tout simplement d'écouter. Oui, je suppose que c'est probablement ce qui se passe. Plus il voit d'échecs, plus il devient désespéré et excessif. Tu sais, il se met en colère plus facilement, je pense. Oui, il est moins enclin à écouter. Oui, je peux vraiment le constater. Mais malgré tout, la Chine est parfaitement consciente de cette illusion de la monnaie de réserve, non? Oui. Je pense que ce que la Chine veut, c'est une alternative. En gros, c'est n'utilisez pas votre pouvoir du dollar pour nous sanctionner, pour nous empêcher de faire certaines choses et pour nous imposer toutes ces limites. Donc la Chine veut plus de liberté. Je veux dire, beaucoup de pays veulent cette liberté, non? Donc vous ne contrôlez pas totalement le dollar. C'est ça l'alternative. Les gens veulent une alternative, pas pour remplacer le dollar, je pense pas. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, si le dollar n'était pas utilisé de manière abusive et qu'il n'y avait aucun risque qu'il le soit, tout le monde continuerait à l'utiliser, du moins pour le moment. Mais puisque c'est le cas, ils se disent qu'il faut trouver une alternative. Cela ne veut pas dire que nous voulons remplacer le dollar, car nous savons quel serait l'effet d'un tel changement sur notre économie et notre société. Mais nous devons commercer, et nous devons être payés lorsque nous commerçons. Et nous avons même des moyens de paiement fiables, ce qui est une évidence. Et puis ce blocus, au moins, nous le savons, c'est confirmé à la fois par les médias occidentaux et chinois, qu'au moins un pétrolier chinois sanctionné a traversé au cours des dernières 24 heures environ. Mais j'ai aussi vu un rapport qui suggère qu'un autre a été bloqué ou quelque chose du genre. Ce n'est pas clair. Globalement, pensez-vous que cela puisse être efficace à long terme? Eh bien, j'entends beaucoup de choses contradictoires. Les militaires disent tous la même chose, que les États-Unis n'ont pas assez de force dans la région pour saisir tous les navires. Rendre cela possible, le faire appliquer, serait un véritable cauchemar, et cela pousserait les ressources navales américaines à leurs limites, compte tenu de l'étendue du territoire à couvrir et du fait que la marine américaine ne veut pas s'approcher des côtes iraniennes, car les Iraniens disposent de missiles, de drones et de tout genre d'armes. Mais face à cela, il y a autre chose. Les armateurs et les capitaines seront, je pense, extrêmement nerveux à l'idée de s'en prendre aux États-Unis. Je veux dire, il s'agit, dans bien des cas, de particuliers. Ils ne veulent pas être sanctionnés, ils ne veulent pas être arrêtés par les États-Unis. Nous savons de quoi les États-Unis sont capables lorsqu'ils appliquent des sanctions. Et je pense que cela dissuaderait une très grande proportion d'entre eux, et probablement la grande majorité, de défier ce blocus américain. Ainsi, tout comme le blocus iranien, le contrôle iranien du détroit d'Ormuz n'implique pas réellement la saisie de navires. Je pense qu'il en va de même, quoique d'une manière légèrement différente pour ce blocus américain. D'une part, je doute fort que la Chine puisse être facilement soumise à un blocus, car elle peut également fournir davantage d'armes aux Iraniens. Par exemple, si l'on pousse vraiment la Chine, si on la met très mal à l'aise, la Chine et l'Iran disposent en réalité d'un train reliant directement la Chine à l'Iran. Ils peuvent donc acheminer beaucoup de choses par train aussi, pas seulement par voie maritime. C'est là toute la folie de la situation.
Parce que ce que font actuellement les États-Unis, puisqu'ils ne peuvent pas vaincre l'Iran, c'est d'aggraver la crise pour y impliquer la Chine, qui est un pays infiniment plus puissant que l'Iran. Et les Chinois vont commencer à prendre des contre-mesures. Maintenant, vous savez, je lis les déclarations chinoises. Je ne les lis pas en chinois, mais il me semble qu'il y a un durcissement du ton. Je veux dire, je pense qu'il y a vraiment un durcissement du ton. Et j'ai eu la même impression en écoutant ce que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dit précisément. Il y a des rapports qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence, selon lesquels la Chine renforcerait également le contrôle des points d'accès en mer de Chine orientale, simplement pour le mentionner. Mais si vous commencez à prendre de telles mesures, si vous commencez à saisir des navires, si vous commencez à interférer dans le commerce de la Chine avec un pays comme l'Iran, avec lequel la Chine a tout à fait le droit de commercer, alors inévitablement, vous allez vous retrouver entraîné dans une confrontation avec la Chine. Et la Chine dispose de nombreux moyens d'action à l'extrême. Je ne dis pas qu'elle va le faire, mais elle peut déployer sa flotte, ce qui, soit dit en passant, est exactement ce que les Russes ont commencé à faire dans l'Atlantique. La flotte russe commence à y opérer, protégeant les navires qui commercent avec la Russie. La Chine peut faire de même. Mais les Chinois disposent de toutes sortes d'autres instruments qu'ils peuvent utiliser. Absolument. Ils peuvent envoyer des armes à l'Iran, par train, par avion, par toutes sortes de moyens, et les États-Unis ne peuvent rien faire pour les en empêcher. Mais la Chine peut aussi commencer à riposter face à la pression économique. J'ai vu qu'ils venaient d'adopter une loi autorisant le gouvernement chinois à prendre des mesures punitives contre les entreprises d'autres pays qui appliquent des sanctions secondaires contre la Chine. Je dis ça comme ça. Et ils peuvent faire d'autres choses, y compris bien sûr arrêter les exportations de terres rares. Ils disposent d'une large gamme d'options, vendre des bons du trésor et faire toutes sortes de choses de ce genre. Tu ne trouves pas que Trump est intéressant? Quand il s'est présenté, il se montrait toujours comme un type pro-entreprise, non? Pour remettre le pays sur pied grâce au commerce et aux affaires. Mais une fois devenu président, je pense que tout ce qu'il a fait a été très perturbateur pour les entreprises. Je pense que les gens d'affaires doivent vraiment avoir du mal en ce moment, non? Tu ne veux pas fâcher les États-Unis ni fâcher la Chine, n'est-ce pas? Maintenant, tu es un peu coincé au milieu, avec les deux camps qui disent « Tu sais, tu ne peux pas faire les sanctions secondaires » et les États-Unis qui disent « Tu dois le faire ». Je trouve simplement que le commerce international est devenu très, très difficile aujourd'hui. Eh bien, absolument, sans aucun doute. Je veux dire, le comportement de Trump devient chaque jour plus déséquilibré et plus étrange. Et, vous savez, nous n'avons pas encore, et peut-être n'avons-nous même pas besoin de le faire, parler de ces publications et photos absolument bizarres qu'il publie sur Truth Social. Beaucoup de gens se demandent s'il est encore pleinement maître de ses facultés. Je commence moi-même à en douter. Il me semble qu'il se retire de plus en plus du monde réel, le monde des faits, et qu'il glisse dans un univers de délire et de mégalomanie. Oui, et la Chine prend cela très au sérieux, car il est très rare que le ministre chinois de la Défense fasse une déclaration publique. Il a dit que commercer avec l'Iran est notre droit et que nous ne tolérerons aucune perturbation, ce qui a rendu très clair, du moins pour moi, que la Chine continuera à commercer avec l'Iran. Eh bien, durant ma carrière de commentateur, je n'ai jamais vu le ministre chinois de la Défense dire quelque chose de ce genre auparavant. C'est l'une des déclarations les plus fortes que j'ai jamais vues. Et cela me fait me demander
si nous n'allons pas commencer à voir la flotte chinoise déployée dans l'océan Indien et la mer d'Arabie. Ce qui, je veux dire, si cela commence à se produire, nous serons dans une situation comparable à la crise des missiles de Cuba. Nous nous en approchons, that direction. Et le comportement de Trump, je suis d'accord, devient de plus en plus radical. Il se dispute même avec des partisans du mouvement MAGA, non? Sur son réseau Truth Social, il a publié un long message où il a en quelque sorte rompu avec Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Marjorie Taylor Greene. Il est en colère contre tout le monde. Et il s'est récemment querellé avec le pape. Donc il est un peu hors de contrôle. Oui, il est hors de contrôle. Encore une fois, je n'ai aucun doute là-dessus. Il s'attendait à ce que ce soit très facile. Il pensait qu'il attaquerait l'Iran et que l'Iran s'effondrerait comme un château de cartes. Il n'arrive pas à accepter que la situation se révèle en réalité pire et plus difficile qu'il ne l'avait prévu. C'est pourquoi il donne ces instructions étranges à ses négociateurs. Je veux dire, son vice-président est en train d'être politiquement détruit par tout cela. D'ailleurs, la carrière de Vance est en train d'être réduite en miettes. Donc, on peut vraiment se demander si, comme je l'ai dit, il est en train de perdre pied, de perdre prise sur les faits et sur sa propre raison. J'ai dit, vous savez, nous entrons sur le terrain de la crise des missiles de Cuba, très probablement, et pas seulement si la flotte chinoise se déploie. Je veux dire, ce serait une version possible de cette crise, mais on peut en imaginer bien d'autres. Ce qui a permis de maîtriser la crise des missiles de Cuba, c'est qu'il y avait deux personnes parfaitement sensées de chaque côté, Khrouchtchev et Kennedy, et qu'ils ont pu négocier et parvenir à un accord. Maintenant, on commence à avoir l'impression que le dirigeant des États-Unis est bien fou. C'est peut-être un peu fort, mais sans doute pas tant que ça. Et qui peut être sûr que la situation sera à nouveau maîtrisée? Je pense pas à ça. Oui, tu as raison de dire que il pense que ce serait une chose facile. Les médias américains ont tendance à tout reprocher à Netanyahou, mais récemment, il y a aussi eu une interview qu'il a donnée peut-être il y a 30 ou 40 ans avec Barbara Walters. Et même dans cette interview, il disait, tu sais, pourquoi ne pas simplement prendre le pétrole de l'Iran? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Donc il a cette idée depuis des années. Ce n'est pas seulement Netanyahou. Je pense qu'il croit vraiment que ce sera facile, lui aussi. Je pense que tu as tout à fait raison à ce sujet, avec Netanyahou et Trump. Netanyahou a évidemment joué un rôle désastreux, mais la décision revenait à Trump. Et le rôle de Netanyahou a été de donner à Trump davantage de raisons, davantage de motifs, de faire ce qu'il avait toujours voulu faire de toute façon, c'est-à-dire attaquer l'Iran. Il déteste l'Iran. D'ailleurs, beaucoup d'Américains aussi. Je veux dire, c'est là le grand problème dans toute discussion sur l'Iran. De nombreuses attitudes américaines envers l'Iran sont complètement irrationnelles. Oui, c'est très émouvant. Je pense que cela a quelque chose à voir avec la crise des otages. Mais bien sûr, les gens qui détestent l'Iran à cause de la crise des otages ne veulent pas parler de ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? C'est les États-Unis qui ont renversé leurs propres dirigeants élus et installé le Shah, non? Donc ce genre de choses, ils ne veulent pas en parler. Ils se concentrent uniquement sur la crise des otages. Mais que va-t-il se passer ensuite? Je veux dire, le bon côté, c'est que aucun des deux camps n'a fermé la porte en disant « plus de négociations ». Donc ils vont continuer à discuter. Qu'en penses-tu pour la suite? Y a-t-il un espoir qu'ils parviennent à quelque chose? Eh bien, je peux dire ceci. Je pense que la personne qui voulait garder la porte ouverte, c'était J.D. Vance. Il a été placé dans cette situation terrible
où il doit négocier avec les Iraniens. De toute façon, ce ne devrait pas être lui, c'est le vice-président. Pourquoi pas le secrétaire d'État? Pourquoi Marco Rubio ne dirige-t-il pas la délégation américaine? Marco Rubio ne fait rien. Il ne fait rien, exactement. Il se contente de critiquer tout le monde et de manœuvrer pour devenir président. Mais on a l'impression qu'il existe une faction au sein de l'administration qui n'aime vraiment pas Vance et qui le pousse dans cette position. Je veux dire, toute cette affaire est vraiment très très étrange. Mais j'ai le sentiment que c'est Vance qui essayait de dire, en gros, nous sommes ouverts à revenir et à négocier à l'avenir. Les Iraniens, bien sûr, étaient toujours prêts, car ils s'attendaient à négocier dès le deuxième jour. Le problème, c'est que pour que les négociations réussissent, il faut, en fin de compte, que l'homme à la Maison-Blanche, le président lui-même, soit pleinement engagé dans ce processus. Et pour le moment, Trump ne l'est pas. La seule négociation qu'il est prêt à envisager est celle qui lui donnerait ce qu'il veut, ce que les Israéliens ne feront pas. Je pense que Vance est dans une situation très difficile, non? Je crois vraiment que c'est lui l'adulte dans la pièce. Parmi toutes les personnes autour de Trump, Vance est celui qui a quelques idées de base, tu vois, mais il lui est très difficile de rompre complètement avec Trump parce que dans le Parti républicain, ils accordent une grande importance à la loyauté. Donc, il ne peut pas simplement imposer ce qu'il veut et ignorer totalement Trump. En même temps, s'il fait simplement tout ce que Trump dit, il sait que cela ne mènera nulle part. Exactement. Bon, on verra bien. Alors, le Pakistan, en attendant, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte prévoient de se réunir dans 2 jours. Il est clair qu'ils vont discuter de la situation. Que penses-tu qu'ils puissent accomplir? Que peuvent-ils accomplir? Eh bien, ils ont réussi à mettre en place le cessez-le-feu, d'accord, qui semble probablement devoir durer jusqu'à la semaine prochaine. Et ils ont effectivement réussi à faire parler les 2 parties ensemble à Islamabad. Mais il ne fait aucun doute qu'ils veulent que ce processus se poursuive et qu'ils souhaitent convaincre les 2 camps de revenir à la table des négociations. La grande difficulté, le problème fondamental, primordial, reste l'homme à la Maison-Blanche. S'il ne s'exprime pas de manière intelligible, s'il exige que l'Iran capitule, ce n'est pas quelque chose que l'Iran fera. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils se rencontrent. C'est utile qu'ils le fassent. Mais pour le moment, je dois dire que je ne pense pas que ça ira très loin. D'accord, donc le prince héritier des Émirats arabes unis est actuellement en visite à Pékin. Selon toi, quel est le but de sa visite en Chine? Eh bien, je pense que de plus en plus de pays du Golfe Persique commencent à se rendre compte que la garantie militaire américaine sous laquelle ils vivaient tous ne vaut pas grand-chose. En fait, je crois qu'il y a eu aujourd'hui une déclaration d'un haut responsable saoudien, en réalité un vice-ministre des Affaires étrangères, qui a dit « Nous avons toujours pensé que l'Amérique nous protégerait. Et maintenant, nous voyons qu'elle ne le peut pas et que nous devons chercher une protection ailleurs. » Alors, ailleurs où? Je pense que les Émirats arabes unis, comme beaucoup d'autres dans le monde, se disent que si une grande puissance n'en est pas capable, il faut se tourner vers l'autre grande puissance, qui est, bien sûr, la Chine. C'est pour cela qu'ils vont en Chine. Bien sûr, c'est là que réside le problème. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre à mes amis américains. Et quand je parle de mes amis américains, j'inclus des personnes comme le professeur Mearsheimer, que j'ai interviewé il y a tout juste une semaine. Il n'y a pas de problème à ce que les Émirats arabes unis, les Saoudiens et tous les autres aillent en Chine et disent
venez nous protéger. Mais les Chinois vont demander, contre qui? De qui voulez-vous que nous vous protégions? C'est la première question. Et ensuite, pourquoi pensez-vous que c'est l'affaire de la Chine de le faire? C'est quelque chose que beaucoup de gens semblent avoir beaucoup de mal à comprendre. Ils partent du principe que c'est quelque chose que la Chine veut faire. Il ne leur vient jamais à l'esprit qu'au contraire, c'est quelque chose que la Chine ne veut pas faire. Elle ne se perçoit pas ainsi, comme une sorte d'anti-États-Unis ou une alternative aux États-Unis dans ce sens. Donc je prédis que de plus en plus d'États arabes vont défiler à Pékin en disant à la Chine, « Eh bien, venez ici, établissez des bases sur notre territoire, faites toutes ces choses. » Et ils seront très surpris lorsque les Chinois répondront non. Ce que je pense que les Chinois leur diront, c'est simplement ceci. « Écoutez, vous n'avez pas vraiment besoin de nous. » Pas besoin des Américains non plus. Non. Ce que vous devez faire, c'est vous lier d'amitié les uns avec les autres. Vous ne devriez pas vous quereller avec l'Iran. L'Iran ne veut pas se quereller avec vous, ou du moins ne devrait pas le vouloir. Alors, adoptez une politique de paix, et nous vous aiderons en ce sens. Mais ne pensez pas que nous sommes ici pour vous aider à mener vos diverses disputes, querelles et rivalités entre vous. Ce n'est pas ce que représente la Chine. Je suis donc convaincu que c'est ce qui va se passer. Et je soupçonne que c'est en grande partie ce qui se cache derrière la visite du prince héritier des Émirats arabes unis en Chine. Je sais qu'il est le prince héritier, mais il est universellement reconnu dans la région qu'il est le véritable dirigeant des Émirats arabes unis. Comme en Arabie saoudite, n'est-ce pas? Le prince est le véritable dirigeant de l'Arabie saoudite. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. D'après tout ce que j'ai lu dans les médias chinois, c'est bien ce que la Chine souhaite. C'est pour cela que la Chine a déployé beaucoup d'efforts pour servir de médiateur dans l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, n'est-ce pas? Il y a environ 2 ans, je crois. Mais j'ai aussi remarqué qu'au sein des nations du Golfe, les 6 pays du CCG, il existe également des différences. Par exemple, très récemment, le Pakistan devait 3,5 milliards de dollars aux Émirats arabes unis. C'était un prêt qui arrivait à échéance. Normalement, avec le Pakistan, ils auraient accordé un peu de marge, prolongé le délai ou quelque chose du genre. Mais cette fois, pour une raison ou une autre, les Émirats ont dit « Vous devez payer. Nous voulons récupérer cet argent. » Alors l'Arabie saoudite et le Qatar ont immédiatement donné environ 5 milliards de dollars au Pakistan en disant « Payez-les, payez les Émirats. » Pourtant, ce sont tous des pays du Golfe, membres du CCG. On pourrait penser que, sur cette question, dans leur relation avec le Pakistan, ils seraient sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est pas le cas. Donc même entre les pays du CCG, il existe aussi certaines tensions, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est certain. Je veux dire, le Qatar et l'Arabie saoudite sont connus pour ne pas très bien s'entendre. Il s'agit d'une rivalité ancienne entre les familles régnantes de ces pays. Avec les Émirats arabes unis, c'est différent, car le prince héritier des Émirats et celui d'Arabie saoudite sont parfois amis, parfois rivaux. Parfois ils collaborent, parfois non. Je dirais que les Émirats ont été particulièrement touchés par certains de ces événements et que leur situation financière est plus fragile. Et c'est pour cela qu'ils veulent plus d'argent. Mais en général, je pense que le Qatar et l'Iran, tu sais, ce sont 2 petits pays, non? J'ai le sentiment que, même s'ils sont petits, ils ne veulent toujours pas se laisser bousculer ou être complètement dominés par les autres membres du CCG. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est donc pas une tâche facile de faire en sorte que tous les pays du Golfe entretiennent de bonnes relations avec l'Iran. Mais tu as raison.
Je pense que ce que la Chine essaie de dire, c'est « Vous, les gars, entendez-vous bien, et alors vous n'aurez rien à craindre. Personne ne vous attaquera, n'est-ce pas? » Exactement. Ouais, mais bon. Donc, See, this is the trouble. They've all become very accustomed. Tu vois, c'est bien là le problème. Ils se sont tous habitués aux politiques étrangères à l'européenne. D'abord avec les Britanniques, puis avec les Américains. Et comme nous l'avons souvent dit, les Britanniques et les Américains ont toujours été animés par le pouvoir, le contrôle, la domination, par les marines, les armées, les alliances, le déplacement de pièces d'échecs. Alors on veut être une pièce d'échecs forte, jouant du côté du grand joueur puissant. Et puis on arrive à Pékin et on découvre que les Chinois ne jouent pas du tout aux échecs de cette manière. Cela ne les intéresse pas. Et quand on a vécu ainsi pendant 100 ans, c'est quelque chose de très très difficile à comprendre. For 100 years, it's a very, very difficult thing to understand. These people don't want to dominate us. ces gens ne cherchent pas à nous dominer. Comment pouvons-nous gérer cela? Oui, je pense que le monde a besoin d'un réajustement dans sa manière de penser, n'est-ce pas? La domination européenne dans la façon de penser dure depuis trop longtemps. Nous devons réintroduire la manière de penser chinoise. Ce n'est pas forcément uniquement chinois. Je pense qu'en Afrique et dans les régions précoloniales d'Amérique du Sud et du Nord, il y avait de nombreuses tribus et tout cela. Cette idée selon laquelle je dois te conquérir, te dominer, c'est une manière de penser européenne. Vous êtes le resnid le pas. Exactement. Exactly right. D'accord. Mais cela prend du temps. Il faut du temps pour que les gens se rendent compte qu'il existe une autre façon de gérer les choses, n'est-ce pas? That's C'est tout à fait exact. Oui. En même temps, en attendant, le Premier ministre espagnol, je crois, le président vietnamien et bien sûr Lavrov, sont tous à Pékin. Vous savez, parfois, leurs visites se chevauchent même. Autrefois, c'était l'un après l'autre. Mais maintenant, il y a des chevauchements. Donc il semble bien que le reste du monde souhaite que la Chine s'implique un peu plus qu'elle ne le fait actuellement en ce qui concerne toute cette crise, n'est-ce pas? well, that's absolutely right. I mean, given Eh bien, c'est tout à fait exact. Je veux dire, étant donné que cette, disons-le poliment, irrationalité vient de Washington, il faut trouver une capitale où les gens sont rationnels. Alors on va à Pékin. Où d'autre aller? Il y a bien Moscou, mais les Européens ne peuvent pas parler aux Russes, et les Russes ont leur propre histoire complexe avec certains de ces pays. Donc, les gens se tournent vers la Chine, qui possède une histoire immense, mais n'a jamais été impliquée dans ces disputes et querelles de la même manière. but has never been involved in these arguments and quarrels in quite the same way. Je constate également que la Chine semble vouloir s'impliquer davantage dans cette affaire, car les derniers chiffres sont tombés hier. Les importations de pétrole de la Chine ont en fait augmenté en mars, plus qu'en janvier et février réunis. Il y a une légère hausse. Cela ne semble donc pas vraiment affecter les importations de pétrole chinoises. Si l'on compare avec le Japon, par exemple, les importations de pétrole japonaises ont chuté de 30% sur la même période. C'est donc une bonne nouvelle pour la Chine. En revanche, la croissance des exportations a ralenti. Oui, oui. Donc ça veut dire la Chine. Maintenant, tu parles aussi de la Russie, à long terme. Je pense que ni la Chine ni la Russie ne veulent que le monde entier tombe en récession, n'est-ce pas? Exactement. Si les choses continuent ainsi, oui, je pense donc que la Chine a intérêt à en faire davantage, non? Yes, this is absolutely right. China and Russia. Oui, c'est tout à fait exact. La Chine et la Russie sont deux pays attachés à la stabilité. Tous deux se concentrent avant tout sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Ils l'ont répété à de nombreuses reprises. Et ils comprennent que cela s'obtient au mieux dans des conditions économiques stables à l'échelle mondiale. Ce sont les Américains et les Européens qui pensent autrement, qui s'y intéressent moins, car, bien sûr, leur priorité
n'est pas d'améliorer les conditions de vie de leur population, mais de se rendre aussi puissants que possible, ce qui est une toute autre chose. It is making themselves as powerful as possible, which is a completely different thing. Oui, donc il est dans l'intérêt de la Chine et de la Russie de mettre fin à cette guerre. Même si, pour l'instant, la Russie profite des prix élevés du pétrole et que la Chine n'en a pas encore beaucoup souffert. Au contraire, les véhicules électriques et les panneaux solaires chinois se vendent très bien. Donc à court terme, la Chine en a même tiré profit. Mais je pense que ces deux pays ne réfléchissent pas de la même manière que les États-Unis aujourd'hui. Ils ont toujours un peu dans leur face de le passé. Yes. Oui, c'est exact. Ouais, Correct. d'accord. Concernant la visite de la dirigeante du Kuomintang, Zhang Liwen, elle s'est révélée plus intéressante que je ne l'avais imaginé, même si, la dernière fois, nous avions évoqué le fait que le public chinois n'y portait pas un grand intérêt. Mais il y a quelques points importants que, selon moi, les médias occidentaux omettent de mentionner. L'un d'eux est que c'est la première fois depuis très très longtemps, peut-être même dans toute la tradition d'un grand parti à Taïwan, l'élection d'un dirigeant, le nouveau dirigeant se rend d'abord sur le continent avant d'aller aux États-Unis. Intéressant. Très positif et bon signe, ça, oui. Et bien sûr, la c'est significatif. The Western media have Les médias occidentaux ont à peine couvert cette visite d'ailleurs. Je veux dire, il y a eu une ou deux petites mentions dissimulées dans divers articles. Mais les gens ne veulent vraiment pas y penser. Think about this. Oui, mais je pense que si ce dirigeant dit quelque chose d'outrancier, du genre, tu sais, nous voulons avec l'autre parti être indépendants, je pense que ce serait partout. Oh, absolument partout. All over the place, absolutely, absolutely. You remember I Absolument. that article in the Tu te souviens que je t'ai envoyé cet article du Financial Times sur le fait que de jeunes Taïwanais étaient en réalité attirés par la Chine et que selon le Financial Times, c'était considéré comme une chose terrible. Eh bien, c'est la même chose ici. Si un dirigeant taïwanais se rend en Chine et que tout se passe bien, ce n'est pas quelque chose dont nous nous réjouissons vraiment. Mais si un dirigeant taïwanais déclare que la Chine est le pire pays de la planète et qu'il faut lui résister de toutes nos forces, alors là, c'est la meilleure nouvelle possible. C'est perçu comme un acte d'un courage et d'un héroïsme extraordinaire de la part de ce dirigeant. extraordinary courage and heroism on the part of that leader. Oui, et ces chiffres dans les sondages ont en fait grimpé après son retour à Taïwan. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, elle aurait apparemment remporté une victoire écrasante. Vraiment. Oui, 70%, ces chiffres dans les sondages. Incroyable. Encore une fois, on ne voit pas ça rapporté, n'est-ce pas? Vous parlez de démocratie, mais quand cette personne est populaire, vous ne voulez pas le mentionner. Autre chose intéressante, vous parlez du Financial Times. Le Financial Times a publié un article intitulé « Xi de Chine dit au chef de l'opposition taïwanaise que l'unification est inévitable ». Je ne trouve tout simplement pas cette phrase dans le discours de Xi Jinping. Quand ils se sont rencontrés, ils ont chacun fait une déclaration, n'est-ce pas? En réalité, le mot « unification » n'est mentionné par aucun des deux côtés. Voici ce qu'il a dit, en revanche. Xi Jinping a déclaré « Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à la même nation chinoise. En d'autres termes, il ne parle même pas d'unification. Il dit que nous sommes les mêmes. That's exactly what I was thinking, yeah. Unification. C'est exactement ce que je pensais. Oui, l'unification implique un processus qui n'a pas encore eu lieu. Je veux dire, ce n'est pas une unification au sens de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se réunifiant. C'est Taïwan, une autorité légitime rétablie sur le territoire chinois. C'est ainsi que j'ai toujours compris la position chinoise. That is what I've always understood the Chinese position to be.
Et il a également déclaré que la tendance générale à la réalisation du renouveau national est irréversible. En d'autres termes, c'est notre objectif commun de réaliser le renouveau national, parce que nous sommes tous deux Chinois, n'est-ce pas? Il s'agit de la civilisation chinoise, vous savez. C'est notre objectif commun. Et le fait est qu'elle est d'accord. Dans sa déclaration, elle a dit la même chose. Donc je ne vois pas cette phrase ajoutée, vous savez le mot unification là-dedans. Je ne le trouve pas. Non, comme je l'ai dit, ça n'existe absolument pas. Je veux dire, vous savez, j'ai vu ce titre d'ailleurs. Je n'ai pas pris la peine de lire l'article parce que je savais que ce serait n'importe quoi. Mais c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Tout ce sujet de Taïwan est totalement mal rapporté en Occident, et la façon dont les Chinois y pensent est complètement déformée en Occident. Une autre chose importante qu'elle a dite, que Zheng Yibo a dit, dans sa déclaration, il y a une phrase que je trouve très importante et qui devrait vraiment être relayée en Occident. Elle a dit qu'elle espérait que grâce aux efforts incessants de nos deux partis, vous savez, le Kuomintang et le Parti communiste chinois, le détroit de Taïwan ne servirait plus de point focal pour un conflit potentiel et certainement pas d'échiquier pour une intervention extérieure. Oui, et elle a en fait répété cette phrase à de nombreuses reprises, sous différentes formes, disant essentiellement que Taïwan ne devrait pas être une pièce ou un pion sur un échiquier. C'est très clair dans l'ensemble de son message au peuple taïwanais. Je pense qu'il y a autre chose qu'il faut toujours garder à l'esprit à ce sujet. D'ailleurs, à savoir que, bien sûr, le Kuomintang est un parti chinois. Ouais. Elle est née en Chine. Elle a été dirigée à une époque par Sun Yat-sen, comme je m'en souviens très bien sûr. C'était un parti nationaliste chinois. Il s'agissait aussi du renouveau de la Chine et du peuple chinois. Et en un sens, le Parti communiste et le Kuomintang partagent certaines origines communes dans les événements du début du XXe siècle. La résistance du peuple chinois face aux tentatives des étrangers, de l'Occident et des Japonais, d'engloutir la nation chinoise. Il n'est donc pas surprenant qu'ils trouvent un langage commun. C'est quelque chose que les gens, encore une fois, ne comprennent tout simplement jamais. Oui, tout cela est, comme tu l'as dit, mal rapporté en Occident, mal compris, c'est une seule civilisation et c'est un effort commun. Et cette fois, Xi l'a vraiment précisé très clairement. Absolument. C'est quelque chose de très ancien. Je veux dire, vous savez, ce sont les premiers mots du grand roman chinois sur les trois royaumes. Tout le pays, une fois divisé, doit s'unir. C'est une idée toujours présente. Et il y en a une autre dont je parle souvent à mes amis occidentaux. Ils la trouvent toujours surprenante. Lorsque la Chine s'est réunifiée au début des Song, l'une des régions a tenté de rester indépendante. Et l'empereur a dit « Quel crime votre peuple a-t-il commis pour ne pas faire à nouveau partie de la patrie ?» C'est la manière de penser chinoise. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une manière que les Occidentaux veulent jamais reconnaître. Et ils ne comprennent pas pourquoi. La raison pour laquelle cette idée d'unification est si importante tout au long de l'histoire chinoise, c'est que ce n'est qu'ainsi que l'on peut avoir une paix durable et à long terme. Sinon, lorsqu'on est séparé de cette manière, il y a toujours des conflits. Donc, je pense que c'est pour cela qu'il est si important d'avoir l'unification, un territoire complet sous un seul gouvernement, parce que c'est la seule voie possible. Je veux dire, avec Hong Kong, aujourd'hui, pourquoi ce peuple a-t-il confiance en Hong Kong? C'est parce que Hong Kong est sur le haut exchange. N'est-ce pas? Si Hong Kong était un pays indépendant, les gens ne lui feraient pas autant confiance qu'ils le font.
Mais il y a très peu de ce genre de discussion en Occident. Non, en Occident. Je veux dire, j'ai un très bon ami, Kerry Brown, le professeur Kerry Brown, qui adore la Chine et qui est un expert de la Chine. Et pourtant, même lui, je trouve surprenant à quel point il ne saisit pas tout à fait ses points. Parce que bien sûr, je suis convaincu que c'est parce qu'il est britannique, moi je suis grec, nous avons une perspective différente sur ces choses-là. Oui, on y reviendra. D'accord, parlons d'abord de la défaite d'Orbán en Hongrie. C'était un objectif de longue date pour l'UMR, non? Se débarrasser d'Orbán, n'est-ce pas? Ouais, Alors, ils ont finalement réussi à faire ça. Alors, c'est qui ce nouveau gars, Peter Magyar, c'est bien son nom? oui. Qui est ce type? Un ancien associé et proche ami d'Orbán qui l'a ensuite trahi. C'est de la politique, souvenez-vous, surtout de la politique européenne. Il est très charismatique, très intelligent, il n'a rien d'Orbán. Et bien sûr, pour devenir Premier ministre, il a dû s'aligner sur les forces pro-whoever. Et on lui a probablement aussi dit « Viens de notre côté et nous te soutiendrons ». Pour l'instant, il parle encore, comme s'il allait poursuivre bon nombre des politiques et des orientations d'Orbán. Mais je pense que les gens en Chine ne devraient pas s'y attendre. Je dis cela parce que je sais que la Chine a beaucoup investi en Hongrie à l'époque d'Orbán. Mais je dois dire ceci, je soupçonne qu'au fil des semaines et des mois, on verra la Hongrie se rapprocher de plus en plus de la ligne européenne. Une chose que j'ai toujours trouvée remarquable chez Orbán, c'est qu'il a réussi à entretenir de bonnes relations avec la Chine, avec la Russie et avec les États-Unis. Avec Trump, n'est-ce pas? On ne s'attendrait pas à ce que Peter Magyar parvienne à maintenir cela avec les trois grandes puissances. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est inconcevable. Il n'a pas ce niveau de talent politique et, franchement, de génie. Je veux dire, Orbán n'était pas sans défaut. Il en avait beaucoup, ainsi que de nombreux angles morts, et il s'est souvent trompé. Mais c'était en réalité un dynamo politique. Vous savez, c'est l'un de ces types qui apparemment travaille 20 heures par jour, lit constamment des livres, appelle ses ministres en disant « Vous devez lire ce livre pour comprendre la situation ». Il débordait d'idées, en trouvait sans cesse de nouvelles. Magyar ne sera pas comme ça. Je veux dire, il n'a pas ce sens de l'imagination politique, cette énergie, cette vision d'ensemble, cette capacité à faire bouger les choses et à les façonner, comme Orbán le faisait. Donc je pense que les Russes et les Chinois seront beaucoup plus sceptiques à son égard. Et les Américains? Eh bien, c'est en partie la tragédie d'Orbán, parce que vous avez raison, Orbán entretenait de bonnes relations avec les Américains. Orbán did have good relations with the Americans. But after Trump's election, Mais après l'élection de Trump, et je le sais de sources sûres, car je suis allé en Hongrie en novembre 2016, juste après l'élection de Trump, les Hongrois ont compris qu'il allait y avoir un effort majeur de la part de l'UE-Power pour se débarrasser d'Orbán et que Magyar était en train d'être préparé pour cela. Ils comptaient sur Donald Trump pour obtenir de l'aide sur les plans économiques, politiques et diplomatiques. Et cette aide n'est jamais venue. Je veux dire, Trump n'a jamais été là pour Orbán. Vous savez, Zelensky ferme l'oléoduc Druzhba. Il aurait suffi d'un appel de Trump pour le rouvrir. Cet appel n'a jamais eu lieu. Ce sont des Américains dont nous parlons. Tu sais, ce sont Tom et Daisy, non? Ils font des bêtises, mais ils ne les réparent pas. Ils ne réparent ni ne nettoient leurs dégâts. Ils ne font tout simplement pas ça. L'autre chose, c'est le canal de Panama. Tu te souviens des ports? Ils ont fait pression sur le Panama pour qu'il retire ses ports aux entreprises chinoises. La Chine, bien sûr, a été très en colère à ce sujet. Ensuite, la Chine a trouvé différentes manières de punir le canal de Panama, et maintenant le Panama est en mode panique, et les États-Unis les ont tout simplement laissés tomber.
aucune aide en vue. Exactement. Et Orban, il le considère comme un allié important du point de vue de Trump, mais ils n'ont rien fait pour l'aider. They did nothing to help him. Yeah. Ils n'ont rien fait pour l'aider. Oui, je veux dire encore une fois, la Chine est très différente ici. La Chine est très différente. La Russie est très différente. Vous voyez la manière dont les Russes font tout leur possible maintenant pour essayer d'aider Cuba, à laquelle ils tiennent énormément. Mais voilà. But, there it is. Lundi, les parlementaires français ont adopté un projet de loi visant à simplifier le retour des œuvres d'art pillées pendant la période coloniale, couvrant principalement les années 1815 à 1972, toute cette période, tous les artefacts. Vous comprenez que les gens en Chine s'y intéressent beaucoup, car une grande partie des objets pillés proviennent du palais d'été. Ils ont été pris par les Français, et donc la France les détient. Et maintenant, bien sûr, la Chine s'attend à ce que, puisque vous allez simplifier ce processus, cela signifie que vous allez restituer davantage de ces artefacts pris à la Chine. Je sais que cela vous intéressera, car automatiquement, les gens se demanderont alors pourquoi la Grande-Bretagne ne fait pas la même chose. D'accord. Donc, il y a une différence entre la France et la Grande-Bretagne à ce sujet, n'est-ce pas? No question about it. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, l'approche française est très différente. Et ce dont je me souviens toujours à propos de la France, c'est qu'il existe au sein même du pays une tradition révolutionnaire d'extrême gauche qui remonte à la Révolution française et qui est très, très hostile au colonialisme, à l'impérialisme et à tout ce qui s'y rattache. Je veux dire, la France a eu pendant de nombreuses années un très grand parti communiste, par exemple, dont certains membres faisaient partie de mes connaissances. J'ai compté plusieurs communistes français parmi mes amis personnels. C'était il y a longtemps, bien sûr, mais je me souviens encore de tout cela. This is a long time ago, but I remember all of that. And there's always been within France. Et il y a toujours eu en France une très forte tradition anti-impérialiste et anticolonialiste. D'autres en France pensent tout autrement, qu'un empire était une grande chose. Mais ce que l'on a actuellement au Parlement français, c'est un Parlement où la gauche est exceptionnellement forte et où la France, en tant que nation, en tant que pays, doit réfléchir de plus en plus à l'amélioration de ses relations avec d'autres pays, y compris la Chine elle-même. Il y a donc une différence de tradition et d'histoire. Et il y a aussi une différence dans les sensibilités en matière de politique étrangère. Au Royaume-Uni, ce n'est absolument pas le cas. Penses-tu que le fait que la France soit une république, tandis que la Grande-Bretagne est encore une monarchie, y soit aussi pour quelque chose? C'est vrai. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. La Révolution était dirigée contre la monarchie. Les Français ont jugé le roi en 1793 et le discours qui a conduit à la révolte française. 1793 on trial, and the speech that caused the French to decide that the king had to be executed was made by. La décision d'exécuter le roi a été prise par un homme nommé Antoine Saint-Just, qui affirmait que la raison pour laquelle nous devions exécuter le roi était que le fait même d'être roi constituait un crime. La monarchie française est en elle-même un crime. Eh bien, évidemment, en Grande-Bretagne, nous n'avons jamais connu ce genre de choses. Mais cela reste encore très présent comme élément de la tradition républicaine en France. Mais la Grande-Bretagne doit comprendre que ce sujet ne va pas disparaître. Les gens en parleront toujours. Enfin, il y aura de plus en plus de personnes, de pays dans le monde, pas seulement la Chine,
L'Inde, par exemple, ou l'Égypte, la Grèce. Les gens continuent d'en parler et chaque fois qu'un événement de ce genre se produit, « Oh, les Français ont fait ceci, pourquoi vous, les Britanniques, ne faites-vous pas cela ?» Le sujet revient. Ce sujet ne va tout simplement pas disparaître. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, puis-je simplement dire quelque chose? Si les Français prennent l'initiative ici, la pression sur les Britanniques sera énorme. Les Britanniques seront furieux à ce sujet. Les Français possèdent un nombre important d'œuvres d'art chinoises, mais les Britanniques en ont bien davantage. Ouais. Et il y a aussi une différence dans le fait que, si je comprends bien, en France, les œuvres d'art avaient tendance à rejoindre les musées publics et les galeries d'art. En Grande-Bretagne, une plus grande proportion est encore conservée dans des collections familiales privées. Il y a donc cette tension également. Les Britanniques comprennent-ils que garder ces choses ne sert en réalité à rien pour la Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'ils allaient les vendre pour de l'argent, surtout le British Museum. Je doute qu'ils vendent quoi que ce soit pour de l'argent. Donc ils exposent quelque chose qui ne leur appartient pas. Je veux dire, ce sont des artefacts créés par un autre pays, par d'autres peuples. De quoi sont-ils fiers? Ils ne comprennent pas cela. Je veux dire, c'est encore plus frappant ce que tu dis, parce que si l'on parle d'art occidental, les Rembrandt, les Titien, les Monet, les Picasso, eh bien, il y a beaucoup d'intérêt pour cet art en Grande-Bretagne, parce que les Britanniques y sont formés. Ils ne sont pas éduqués de la même manière à propos de l'art de l'Inde, de la Chine ou de la Perse ou de ces choses-là. Donc cela attire de toute façon moins d'attention. Ouais. On pourrait donc s'attendre à ce que les gens soient moins attachés à le conserver, mais les Britanniques, eux, veulent le garder. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une question psychologique. Cela leur rappelle qu'ils ont autrefois été une grande puissance et que ceci en est encore, si l'on veut, le butin, la récompense d'avoir été une grande puissance par le passé. Et on ne veut jamais renoncer à cela. C'est de cela qu'il s'agit. Ils pensent encore qu'être un colonisateur est une chose formidable. Vous avez colonisé tant de régions du monde, c'est quelque chose dont il faudrait être fier, même si les peuples se sont finalement soulevés contre vous et vous ont chassé. Et d'une manière ou d'une autre, c'est encore considéré comme une grande réussite. Il existe en Grande-Bretagne une tradition très très influente et puissante. Évidemment, elle est plutôt de droite. Le Daily Telegraph, par exemple, et le Daily Mail en sont des expressions classiques. L'idée selon laquelle l'Empire britannique aurait été le grand don de la Grande-Bretagne à l'humanité, une gigantesque entreprise philanthropique qui aurait merveilleusement élevé et amélioré le bien-être de tous les pays autrefois sous domination britannique. C'est donc un état d'esprit. Je ne vais pas argumenter contre ce point de vue d'ailleurs, car je n'en ai pas besoin. Il est absurde. Tout le monde en Chine sait à quel point c'est absurde. Mais en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de personnes occupant des positions influentes et puissantes qui s'y accrochent encore fermement. Un bon exemple en est les discussions britanniques sur l'esclavage. Je veux dire, les Britanniques disent que l'esclavage a existé dans de nombreuses sociétés et qu'il a une histoire très, très longue. D'ailleurs, pas vraiment en Chine. La Chine n'a pas, je veux dire, les Chinois avaient beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas vraiment l'esclavage. Cela n'a jamais vraiment pris racine là-bas. Mais les Britanniques aiment dire, oui, nous avons participé à l'esclavage et nous l'avons fait au XVIIIe et XIXe siècle. Mais vous savez, c'est nous qui, à travers notre empire, l'avons essentiellement aboli.
And of course, Et bien sûr, si vous parlez de l'esclavage en Grande-Bretagne, vous constaterez que c'est de cela que la plupart des gens discutent. Non pas du fait que les Britanniques ont été massivement impliqués dans l'esclavage, mais de leur affirmation selon laquelle ils y ont mis fin. Or, bien sûr, c'est une complète déformation de la réalité, car ce que les Britanniques ont fait avec l'esclavage, c'est prendre quelque chose qui existait déjà dans de nombreuses sociétés et cultures et l'intégrer à un système capitaliste. Ils l'ont donc rendu bien pire. Ils l'ont commercialisé et en ont fait une immense industrie et un commerce colossal d'un type qui n'avait jamais existé auparavant. Historiquement, ils l'ont également racialisé. Donc, je veux dire, ils l'ont divisé. Le fait d'être esclave ou non dépendait dans une large mesure de ta couleur de peau. Rien que cela est en soi quelque chose de très sinistre. Et ils ont créé un système économique fondé sur l'esclavage, qui a continué après l'abolition de celui-ci et a conservé de nombreuses caractéristiques issues de l'esclavage. Ainsi, si tu étais allé dans les îles britanniques des Caraïbes ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest, tu aurais vu beaucoup de systèmes que l'on associe à l'esclavage encore en place après son abolition. Et la version britannique de cette histoire est totalement intéressée, mais elle est profondément ancrée dans la croyance de nombreuses personnes au Royaume-Uni. Oui, en fait, j'ai récemment vu quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui écrivait un livre défendant essentiellement ce que tu viens de dire. Il avançait tous ses arguments. Ce qui est intéressant, c'est que apparemment, dans son livre, je ne l'ai jamais lu, il y a cette page en particulier. Ne perds pas ton temps. Il a dit que dans son livre, il y a une page où il dresse la liste de toutes les bonnes et mauvaises choses liées au fait d'être un colonisateur. La Grande-Bretagne, en tant qu'empire, l'Empire britannique, a fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Il a ajouté qu'au final, la liste des bonnes choses est bien plus longue que celle des mauvaises. Ouais. D'accord. Que voulez-vous dire? Vous savez, face à ce genre de situation, beaucoup de Britanniques, encore une fois, je parle surtout des Britanniques de droite, bourgeois, se sentent très offensés quand on leur dit « Eh bien, vous devez rendre toutes ces choses à la Chine, à l'Inde ou ailleurs. » Ils répondent « Ces gens ne devraient-ils pas nous être reconnaissants pour toutes les merveilles que nous leur avons apportées? Pourquoi viennent-ils maintenant demander que toutes ces choses leur soient renvoyées? » Il y a une chose que je veux simplement partager avec vous parce que dès que cela a été rapporté en Chine, les gens ont immédiatement réagi. Vous savez, je ne connaissais même pas très bien Victor Hugo, l'écrivain français. Il a en fait écrit une lettre à ce sujet à l'époque en 1861. C'était une lettre adressée à un capitaine britannique, le capitaine Butler, qui avait participé au pillage du palais d'été. Apparemment, ce Butler était un fonctionnaire, mais aussi un écrivain lui-même. Et il s'était lié d'amitié avec Victor Hugo lorsqu'il vivait dans la même ville, je crois, pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, le capitaine Butler considérait toute l'affaire comme une victoire, n'est-ce pas? Une chose glorieuse. Et il s'attendait à ce que Victor Hugo en dise du bien. Voilà donc de quoi parle la lettre. C'est une longue lettre. Il y disait qu'un jour, 2 bandits étaient entrés dans le palais d'été. L'un avait pillé, l'autre avait incendié. Devant l'histoire, l'un de ces 2 bandits s'appellerait la France et l'autre s'appellerait l'Angleterre. Et à la fin de la lettre, il ajoutait « J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et purifiée, rendra ce butin à la Chine dépouillée. » Ce jour semble donc approcher, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous visitez les ruines du Palais d'été, il y a en effet une statue de Victor Hugo, et sa lettre y est mentionnée. Je pense simplement que les Britanniques devraient lire sa lettre.
Ils le font. Absolument, ils le font. Encore plus que ses livres sur la défense des colonies, oui. Ouais, Ouais, oui. Un jour, nous devrions faire une émission sur l'Empire britannique, car son histoire au Royaume-Uni n'a jamais vraiment été écrite d'ailleurs. Je veux dire, l'une des choses les plus étranges dans la Grande-Bretagne moderne, c'est à quel point les gens parlent peu de l'Empire. ouais, oui, on devrait faire ça. Je veux dire, on pourrait imaginer que cet événement colossal, qui tu sais, est très récent. Je veux dire, il y a des gens encore en vie en Grande-Bretagne aujourd'hui qui étaient des administrateurs impériaux. On pourrait penser que ce serait le fait le plus important de l'histoire récente de la Grande-Bretagne, quelque chose sur lequel les gens écriraient. Parce qu'en tant qu'événement, c'est immense. Et pourtant, on en parle à peine. Ouais, Je veux dire, regardez les films britanniques, les pièces britanniques, les livres britanniques, les ouvrages d'histoire, les œuvres littéraires, les œuvres d'art. Je parle des œuvres modernes. Elles abordent à peine l'Empire, d'une manière ou d'une autre. Très étrange. avant de terminer le programme d'aujourd'hui, j'ai aussi trouvé cet article de la BBC. Il date de plusieurs années, un article de 2015, qui parle de ce sujet. Ils en parlent très rarement, mais dans cet article, il mentionnait un homme, James Mackey, qui était aumônier dans les forces britanniques. Voici donc ce qu'il a écrit. Alors, un aumônier, il est lié à l'Église, n'est-ce pas? C'est donc un responsable religieux. Et voici ce qu'il a dit. Je crois qu'il faisait partie des forces, vous voyez, il en faisait partie. Il a dit en substance que chaque fois qu'il pensait à la beauté et au goût, à l'habileté et à l'ancienneté, il garderait à jamais en mémoire certaines scènes de ces lieux, de ces palais, tout en regrettant la nécessité sévère, mais juste, qui les avait réduits en cendres. D'abord, j'ai trouvé que c'était très joliment écrit, mais aussi il défend l'idée que c'était nécessaire. C'est un responsable religieux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, un responsable religieux. Quelle nécessité impérieuse y avait-il d'aller dans le pays de quelqu'un d'autre et de détruire l'un de leurs grands monuments pour les forcer à acheter de l'opium? Cela semble tout simplement incroyable. Je ressens encore, chaque fois que j'y vais, un certain malaise, car ce jardin est tellement différent de tous les autres. Il a été conçu par des Italiens, n'est-ce pas? Donc il date de l'apogée de la Renaissance, et c'est eux qui l'ont imaginé. S'il avait été préservé jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il aurait une véritable valeur architecturale pour mieux comprendre les Européens, non? Oui, je sais. Alors, maintenant, tu as mentionné que la Russie avait aussi un palais qu'ils ont reconstruit, n'est-ce pas? Il avait été incendié par les Allemands, mais en Chine, ils laissent volontairement le parc tel qu'il est, tu sais, à des fins éducatives. Bien. Et ils ont une statue de Victor Hugo, juste pour que tu le saches. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, voyons voir. Les Français ont commencé à restituer des artefacts. Ce serait quelque chose de très, très important, quelque chose d'énorme si cela se produisait. Ouais, Croisons les doigts. oui, et les Britanniques seront la pression. Oh, ils le feront en effet, absolument. Ce sera bon pour eux. Oui, d'accord. Bon, on en reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.